problème, c'est l'intelligence des situations complexes et les paradoxes de la modélisation. Dieu sait, là, si mon voisin de droite souhaitera intervenir, donc ça va me permettre d'être effectivement très bref. C'est vrai que la complexité est ressentie par beaucoup comme un concept un peu théorique et l'application pratique étant souvent très très loin. Ce qui permet d'ailleurs à beaucoup de personnes que nous connaissons de brandir l'étendard de la complexité pour justifier des complications, des flous, des absences, des difficultés de décision, etc. Et par contre, de se garder bien de rentrer dans le détail et la pratique. Aujourd'hui, il va y avoir, vous allez entendre, un nombre très, très intéressant d'expériences, de situations complexes aussi, et dès le moment où on parle de l'intelligence de ces situations complexes, alors à ce moment-là, nous ne sommes absolument plus dans l'abstraction et nous allons peut-être nous approcher de certaines, vous allez le voir, vérités difficiles. C'est difficile d'abord parce que dans l'histoire des sciences et aussi dans celle de nos cultures, tout nous pousse à disjoindre chaque chose de façon, disons, à mieux les comprendre, de façon à mieux les analyser. Et comme noté, nous prenons en même temps, par là même, le risque d'oublier complètement le contexte environnant, les interactions, les éléments qui sont extérieurs et qui interfèrent, que ce soit dans l'entreprise, dans l'information, dans l'environnement, et ces éléments qui interfèrent créent encore une autre difficulté, ou plutôt un autre élément, qui est l'interaction entre ces éléments. Ce ne sont pas forcément des personnes à l'extérieur, pas forcément des situations externes qui peuvent intervenir sur celles qui nous préoccupent, sur les exemples, mais aussi les interactions entre ces personnes dans la société qui changent du tout au tout les évolutions de la situation. Mais viser à la compréhension justement de ces situations complexes et plus encore donc nous engager dans une démarche modélisatrice nous force à acquérir un petit peu plus, j'allais dire, d'intelligence, non, enfin, disons une forme de produire un peu plus d'intelligence, comme ça a été dit, et d'opérer ce que Jean-Louis Lemoyne, après d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, Herbert Simon, qui est le parrain de cette réunion, donc forcez tous à opérer ces conjonctions entre les différentes entités qu'on sera probablement amené à décrire, conjonctions dont la liste est effectivement impressionnante et je pense non limitative, malgré l'effort terrible qu'a fait Jean-Louis Lemoyne pour les énoncer quasiment toutes. Et cet exercice est un point très important, notamment dans la pratique, et ne jamais oublier le contexte. Globalement, ce qui d'ailleurs nécessite à la fois la globalité, une certaine unicité du problème dans son ensemble. Tout ça dans un océan de paradoxes. Alors les paradoxes, je crois que beaucoup vont les souligner. Je vais peut-être d'abord souligner le principal et l'essentiel à mon avis. Il faut d'abord les expériences modélisatrices, évidemment, vous seront présentées et souvent portent la marque de ce que j'appelle l'intelligence complexe ou l'intelligence complexité,
du cerveau de l'orateur et de l'expérimentateur. Ce qui veut dire en bref que, attention, si l'expérimentateur avait été autre, eh bien peut-être que la situation eût été elle-même différente. Premier point. On ne va pas faire la liste d'ailleurs parce qu'il y en a beaucoup. Le deuxième, beaucoup plus important, le paradoxe beaucoup plus important, c'est que modéliser, en fait, peut viser à essayer, bien entendu, de comprendre, d'avoir l'intelligence de la méthode, l'organisation, méthode qui prévaut à cette intelligence de la complexité en elle-même. Mais il y a un fossé géant qui s'ouvre, c'est que, en fait, beaucoup pensent que, eh bien, le but en est d'arriver à un modèle. Et ce modèle, après tout, on va l'imposer. Et c'est un peu comme ça qu'on voit des grands discours et des ouvrages même sur la complexité dans l'entreprise ou dans les productions modernes, la complexité qui prévaut dans tel et tel enseignement, et qui se termine par un livre de cuisine de recettes qui sont applicables à toutes les situations, alors même que l'on peut prévoir dans le raisonnement et dans la méthode qu'à partir du moment où on veut fournir, à partir d'un exemple ou d'une expérience modélisatrice, un modèle de certitude, disons, on est sûr, absolument certain, d'être contre-productif et en tout cas, au minimum, comme on dit couramment, de se planter, ou de planter les autres, ce qui est encore plus grave. Mais c'est là probablement cette confusion qui existe entre la démarche modélisatrice et la fourniture de modèles préfabriqués, sur lequel très certainement Jean-Louis Lemoine va intervenir, quoi qu'il arrive, même si on ne lui donne pas forcément la parole pour cela. Derrière cela, on a, c'est conçu une sorte de double voie, la voie royale, mathématicienne de la modélisation. Et du coup, si on l'applique à la modélisation de la complexité, eh bien, il vient donc très urgent de demander à ceux qui vraiment ont réfléchi, pensé dessus, ce qu'ils en pensent, mais je doute que ça va être forcément très laudatif. Bon, des paradoxes, nous allons en trouver, et nous comptons sur vous pour les signaler, en trouver beaucoup, et essayer de les réfléchir, de les contourner, de trouver leur sens profond. Mais je pense que le mieux, c'est que comme nous sommes pile dans le temps très bien, ce qui reste, et puis Frédéric Lerpesserini, qui vont prendre place et qui ouvre cette première table ronde sur les expériences modélisatrices dans les pratiques de la formation et de l'enseignement. À vouloir développer même en psychothérapie des façons de procéder qui seraient complètement objectivantes, qui ne tiennent pas compte de la subjectivité des thérapeutes et qui pourraient être évaluables selon des procédures complètement statistiquement validables. Et pourtant, je trouve qu'un des enjeux, et peut-être que ça fera partie du débat, peut-être que ça pourra l'animer, c'est de savoir comment articuler des points de vue opposés. Des points de vue apparemment irréconciliables. Parce que d'un côté, on a tout ce champ de la médecine technicienne qui cherche à objectiver des troubles, des maladies, qui fait des diagnostics, qui cherche à traiter, qui, indépendamment de la subjectivité du thérapeute et du médecin. Et donc ça, c'est tout un champ, avec toute une hiérarchie, effectivement, qui a tendance à prendre les patients pour des
à les mettre dans des étiquettes et à les réduire à ces étiquettes. De l'autre côté, il y a tout le savoir que vous avez développé, toute l'expérience que vous exprimez. Et c'est un peu comme s'il y avait le risque, c'est qu'il y ait une fin de non-recevoir entre les deux. C'est-à-dire que ce soit deux champs, au fond, qui évoluent en parallèle. J'aurais tendance, c'est un peu l'enjeu du débat, je pense, c'est de se demander si ces façons de procéder ne sont justement pas à articuler. Comment faire évoluer les uns et les autres pour qu'il y ait une véritable intelligence de cette situation où des points de vue apparemment irréconciliables sont en fait incroyablement indispensables les uns aux autres. Alors, je vais vous laisser la parole, et puis je pense que, sans forcément... Bonjour. Alors moi, je vais commencer par réagir tout de suite à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que ces points de vue qui ont l'air inconciliables, en fait, pourraient peut-être être conciliables à la condition que les hiérarchies soient un petit peu plus souples et qu'elles acceptent justement d'autres points de vue. Parce que si j'ai dû, je dirais, faire cette démarche et j'ai inventé pas à pas ce que j'ai trouvé comme bricolage de méthode, c'est bien parce que justement il y a une illégitimité de cette parole-là et que c'est la première chose que moi j'ai envie de pointer, c'est-à-dire que qui distribue la légitimité et comment ça se passe. Donc en fait voilà, le point de départ en réalité c'est ça, c'est-à-dire c'est la légitimité de choses qui sont effectivement probablement inextricables. Moi je les crois inextricables, mais seulement il n'y a que moi qui le sais là, dans cette expérience. J'ai toujours eu en face de moi un milieu extrêmement structuré, très hiérarchisé, et dans lequel, si on voulait que la parole passe, il fallait qu'elle utilise les codes de cette hiérarchie. Donc moi, c'est ça que j'ai nié d'emblée, donc je me suis échappée de ça, donc par la nuit déjà. Et en fait, voilà, toute ma démarche, elle a commencé dès que j'ai mis les pieds à l'hôpital, donc dès que j'ai été soumise, parce qu'on peut dire ça avec tous les S majuscules, donc à tout un système qui fonctionne à partir de ses propres références. Hein, voilà. Donc moi j'ai commencé par l'école d'affaires. Hein, j'ai jamais été, j'arrivais pas à rentrer. Je trouvais pas les outils dont je pensais que j'avais besoin. Et aujourd'hui encore, je me dis, voilà, l'université c'est un supermarché, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais il faut aller le chercher dans beaucoup d'endroits et ça, il faut du temps pour faire cette démarche. C'est pas évident de la trouver dans une discipline ou dans une autre. Quand je t'entends, et quand tu mets ce tiret entre praticiens et chercheurs, quand tu dis aussi à un moment donné que tu revendiques d'occuper l'entre-deux places, l'entre-deux chaises, pour moi c'était pas en écho avec ce que je vivais, ou avec ce que je vis, et moi j'ai plutôt l'impression que je suis perpétuellement en train de nourrir... j'ai l'impression que ça passe tout le temps entre les deux pôles et que je suis tout le temps en train de devoir me réorganiser pour que le pôle de l'enseignant fasse quelque chose du pôle du chercheur, qui lui aussi essaye de faire quelque chose. Et donc je ne me reconnaissais pas dans le tiret. Donc je ne sais pas ce que tu peux... Je dirais, pour une raison très simple, c'est que pour moi il y a un no man's land entre la pratique et la recherche. Et que cet espace-là, je veux dire, c'est ce que moi j'ai essayé de faire, en tout cas c'est ce que je pense avoir essayé de faire, c'est-à-dire d'habiter quelque part où il n'y a personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage, il n'y a pas... Enfin, les passerelles sont inexistantes, il faut vraiment les bricoler si on veut aller de la pratique. Enfin, je parle d'une pratique, alors évidemment il y a différents niveaux de pratique, hein. Mais moi, je parle d'une pratique qui n'a pas, à la base, de formation universitaire. C'est-à-dire que c'est une formation, je veux dire, même si les infirmières se réclament de Bac plus 3, ce qui n'a aucun sens pour moi, c'est pas du tout une formation universitaire, pas du tout, puisque déjà, je veux dire, on nous enseigne des choses clés en main. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez pauvre. D'abord, nous n'avons aucun esprit critique développé dans ce système. Et donc évidemment, quand je dis habiter ce passage, c'est que je vois bien, et je vois bien encore autour de moi, les gens avec lesquels je travaille au quotidien, ne sont pas, ont un rejet, donc je pense que je devais être moi aussi sans forcément en apercevoir, un rejet d'une espèce de conceptualisation
qui semble complètement nous détourner en fait de ce qu'on vit. Donc évidemment on vit on vit dans l'humain, dans toute sa détresse, dans toute sa dimension. On est au quotidien dans des choses extrêmement fortes, extrêmement lourdes, ce qui fait que toute distanciation apparaît comme trahison quelque part. Et donc il fallait aussi passer par-dessus ça, c'est-à-dire que commencer à réfléchir sur ce qu'on vit, c'est quelque part déjà le laisser de côté. Et on le voit bien dans nos systèmes où ce qu'on appelle les réunions, les staffs, etc., qui en fait nous tiennent loin, alors que plus ça va, plus on est loin déjà des patients, et on a le sentiment que, bon, si on va dans la recherche, enfin, on ne parle même pas de recherche dans mon milieu, hein, ça apparaît très loin. Et on a dit, on va dans la théorie. Oui, on va dans la théorie, voilà. C'est-à-dire que la théorie nous éloigne forcément de la pratique. Et moi, j'ai été extrêmement critique de tout ça tout le temps. Et que j'ai voulu quand même, parce que je vois bien que je vis dans un milieu qui est en mal de légitimité, qui est dans une souffrance de reconnaissance, enfin qui n'en peut plus d'être... enfin, on sait bien, le malaise, c'est pas moi qui le dis, il n'y a qu'à écouter les informations enfin, pour savoir qu'actuellement ça va très mal. Et puis, dans ce qu'elle a voulu, elle a voulu maîtriser quand il fallait au contraire diversifier, ouvrir, lâcher. Voilà, lâcher. Alors que nous, on veut maîtriser, toucher, fermer, enfin, et qu'actuellement, on est dans une radicalisation des pratiques, dans une rationalisation, dans une taylorisation des soins qui vont... je veux dire, moi j'étais déjà mal là-dedans, donc maintenant c'est encore pire. J'ai l'impression que toute ma formation, enfin, je dirais même, je pense que ça date de plus loin que ça, mais j'ai toujours été en résistance donc, au modèle qu'on voulait m'imposer. Et Dieu sait qu'on a voulu m'en imposer. Et que j'ai toujours eu une vision du modèle comme d'un carcan, enfin de quelque chose qui n'a pas de souplesse et qui ne peut pas accepter qu'on le torde et qu'on le distorde. Et donc enfin, je pense que si j'ai construit moi-même je dirais des bricolages, si j'ai bricolé des méthodes, c'était pour, d'abord parce que les modèles qui m'étaient proposés ne collaient pas, parce qu'effectivement, si je prends les méthodes que j'ai pu apprendre, observer, etc., elles ne sont jamais des méthodes adaptables aux gens impliqués, c'est-à-dire il y a toujours la distance derrière la méthode. Or, moi, je voulais pas adopter cette distance d'emblée. Et donc si tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en opposition, en fait, pendant longtemps, en opposition à tout ce qui m'apparaissait comme contrainte dans les modèles. Et aujourd'hui, ce qui me paraît... ce que je continue, alors je ne suis pas très au clair avec la modélisation, hein, mais voilà, c'est bien pour ça que je viens ici. Bon, vous dites que vous avez fait toute cette expérience en opposition au fond, à ce qui vous était présenté comme des modèles contraignants et inapplicables. Et vous dites que l'institution ne bouge pas, elle est rigide, bon, c'est encore plus vrai en psychiatrie. Sinon, qu'à force de ne pas bouger et d'être rigide, elle est en train de se détruire complètement. Mais pas de son fait. Pas de son fait. Elle est détruite de la critique que vous êtes en train de porter. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les décideurs se frottent les mains quand on dit du mal de l'institution, entre guillemets. Hein, il y a une collusion entre les gens qui veulent faire des économies et la pensée généreuse disant l'asile, les hôpitaux, c'est mauvais. Bon. Moi, j'aurais quand même envie de ramener à cette réflexion qui est que les hôpitaux et les hôpitaux psychiatriques sont en première ligne pour essayer de faire face à des situations d'extrême danger vital où la mort est en jeu. Et j'étais toujours frappé, on a souvent décrit l'hyperstabilité des systèmes institutionnels en psychiatrie, combien cette stabilité pouvait effectivement être iatrogénique, mais combien elle pouvait être aussi thérapeutique. C'est-à-dire que je ne vois pas du tout, si vous voulez, la propriété de stabilité comme une propriété mauvaise en soi. Tout dépend effectivement de la manière dont on la conçoit et la façon dont on l'utilise. Comme disait Skirol, entre les mains d'un médecin habile, une maison de santé devient un outil thérapeutique. Entre les mains d'un médecin habile. C'est beau, je trouve, comme forme. Bon. Mais
La question que j'ai envie de vous poser est la suivante. Personnellement, je ne crois pas qu'on va pouvoir supprimer les hiérarchies. Hein. Les hiérarchies, elles ont une fonction. Et plus on veut les supprimer, plus elles reviennent d'une manière ou d'une autre, et de façon parfois encore pire. La question qui peut se poser, c'est de savoir comment articuler ce savoir qui est le vôtre avec les hiérarchies existantes, ou avec les hiérarchies qui elles-mêmes, peut-être, pourraient, vous voyez, se repenser autrement, de manière justement à ce qu'il y ait une co-avancée de ces points de vue qui apparemment semblent se mettre en place sous une forme, au fond, d'opposition, mais qui en même temps, en fait sont indispensables l'un à l'autre. Quel est le lien finalement avec la formation qui est le sujet? Parce que derrière la formation, les hommes, je crois qu'on est en plein dedans, mais chacun sait dans les hôpitaux qu'il y a 3 populations qui viennent de 3 formations différentes. Il y a d'un côté les médecins, donc détenteurs du savoir théorique, allez, on admet l'organe et puis laisser tout de même le malade à côté, hein, laissez-le à la porte, enfin, occupez-vous de votre morale et puis moi je m'occupe de votre maladie, quoi, en gros. Et il y a le personnel soignant qui lui est formé totalement différemment et il est soi-disant porteur de la pratique, sauf que sur son dos arrive la totalité, hein, des problèmes psychologiques, de contact, de compassion, etc., qui, comme par hasard, n'a pas le droit d'être ailleurs. Et puis, il y a le troisième, qui est le côté administratif, et là, ils ont le monopole de l'organisation. Ils viennent aussi d'ailleurs, puis ça se mélange de temps en temps, les directeurs d'hôpitaux, à Paris, c'est des administratifs, ailleurs, c'est des médecins, enfin bon, d'accord. Et on arrive... La formation des équipes n'a été réalisée qu'à la suite de certaines crises, comme le sida, comme des trucs. Bon, à la limite, moi je sais, je me permettrais de continuer à me laisser aller à dire que quand le médecin est sûr de ne pas guérir, alors là, il est forcé d'apprendre à soigner et du coup à s'occuper de soigner sans guérir. Quand il est persuadé de guérir, ben, je pense à cette... brave dame de 85 ans qui a subi au moment où elle faisait son accident final, elle a été dans la machine à respirer, dans tout ce qu'on veut, elle a souffert abominablement et elle est partie sans savoir exactement ni comment ni pourquoi, mais en souffrant beaucoup. Enfin, on arrive à des est-ce que l'ensemble, visiblement dans la formation, rien de la complexité du système humain et rien de la complexité de l'environnement dans les patients n'est pris en compte. Et comment, alors c'est la question un peu sur la table ronde, c'est comment vous intégrez ces éléments-là qui sont des éléments fondamentalement humains et de contact entre les hommes dans une équipe soignante et qui commence tout juste d'ailleurs à admettre des non-soignants, un peu comme les... Enfin, moi, je n'ai pas appris à découper, donc peut-être ça m'a aidé aussi à ne pas le faire. Et voilà, donc voilà, le patient, pour moi, serait celui autour duquel on pourrait retrouver notre unité, peut-être justement un peu plus de complexité, probablement. On considère comme étanche, à savoir Anne Nicole est chercheur en informatique, Magali Rouquier est chercheur en biologie, et moi-même, je suis chercheur sur les mécanismes du langage. Alors vous voyez, ce sont vraiment 3 domaines extrêmement différents. Mais je pense que, peut-être grâce à la mobilisation, eh bien, nous avons trouvé un certain nombre de dénominateurs communs qui fait que ces domaines étanches, eh bien, se désétanchifient, n'est-ce pas? Alors, quel dénominateur commun? Je crois justement que la mobilisation nous permet de réfléchir sur, disons, les théories usuelles, ce qu'elles ont comme inconvénients, comme maladresse, et essayer de trouver quelque chose d'autre. Il faut dire que, par exemple, en biologie, comme dans le langage, comme d'ailleurs dans d'autres domaines, eh bien, c'est un exemple, hein, eh bien, il existe des choses que l'on appelle des éléments
que l'on appelle des unités élémentaires. Les unités élémentaires de la biologie, par exemple, sont par exemple des gènes. Les unités élémentaires dans les sciences du langage, eh bien, c'est notamment la signification des mots. En physique, bien évidemment, il y aurait des particules élémentaires. Eh bien, le statut usuel de ces unités élémentaires, notamment en biologie et en sciences du langage, est à peu près équivalent. En effet, dans ces deux domaines, les constructions théoriques usuelles de ces domaines partent de briques bien établies, bien fermes, à savoir en biologie les gènes, en sciences du langage le sens des mots, pour faire les constructions théoriques de ces domaines. Mais malheureusement, il se trouve que, notamment en langage, eh bien, les fameuses briques, le sens des mots, se révèlent des choses extrêmement complexes, extrêmement dépendantes des contextes, extrêmement dépendantes des circonstances, de l'occurrence des mots. Et bref, ce sont des éléments qui font qu'on ne peut pas qualifier réellement ces unités de briques parce qu'elles se métamorphosent au fur et à mesure. C'est très embêtant, des briques qui se métamorphosent au fur et à mesure qu'on essaye de les utiliser. Alors, j'en donne un exemple en ce qui concerne les sciences du langage. La signification des mots est liée à plein de choses, notamment le contexte de l'occurrence des mots. Alors, je crois que dans vos papiers, vous avez un synoptique de... Comment ? Vous avez un synoptique de nos présentations et vous avez un exemple un peu parlant et un peu long, c'est pour ça que je ne vais pas le présenter ici, du rôle du contexte dans la signification des mots. Je crois que la signification des mots dépend aussi du statut de celui qui énonce ces mots. Je vais vous en donner un exemple très rapide. Supposez, il s'agit de la phrase suivante, il vaut mieux donner que recevoir. Supposez que je sois le pape à Rome et qu'avec toute la componction qu'il convient, je dis, il vaut mieux donner que recevoir. Tout le monde a très très bien compris la signification de cette phrase. Mais maintenant, on change tout. Je ne suis plus le pape à Rome, mais je suis un boxeur dans le ring. Et je dis, il vaut mieux donner que recevoir. Vous voyez que la même phrase veut dire exactement le contraire de l'occurrence précédente. Donc, vous voyez l'ennui de compter sur des briques qui se métamorphosent aussi facilement pour servir les constructions théoriques des sciences du langage. Alors, il se trouve qu'en biologie, les choses sont à peu près, sont un peu équivalentes au cas du langage, à savoir que, eh bien, les fameuses briques que constituent les gènes et leur action, eh bien, ce sont des choses qui se modifient, qui se métamorphosent, qui peuvent se métamorphoser au fur et à mesure que le contexte se modifie. Je crois que la biologie est en train de commencer à découvrir ce type de phénomène, et je crois qu'il y a très peu de gens en biologie qui sont vraiment conscients de la chose, mais je crois que nous en avons un spécimen ici particulièrement intéressé par cela, et à qui je vais donner la parole. Très bien, merci Evelyne. Alors moi j'ai conçu mon intervention de façon un peu ludique, parce que je sais que vous êtes tous plus ou moins éloignés du champ qui me passionne. Et donc, j'ai interprété ce que m'avait demandé Jean-Louis sur le mode ludique. J'espère, enfin, c'est ludique pour moi, c'est pas sûr que ce soit pour vous, mais on va essayer. Voilà, donc je vais tout de suite, en tant que bon scientifique, chercher le bouton pour une demi-heure. Très bien. C'est pas celui-là. Non, voilà, on y est. Donc, alors, premièrement, on m'a dit que je pouvais effectivement avoir mes chairs transparents. Donc, ça va un peu illustrer mon propos et puis mieux rendre plus concret les questions qu'on se pose. Alors, on va parler du vivant
Alors ici, simplement présenter de quel vivant. Vous voyez que le vivant dans lequel on baigne, mais on n'a pas toujours conscience de la complexité dans laquelle on baigne et dont on y fait. À une échelle extrêmement étalée, du dixième de nanomètre jusqu'à plusieurs centaines de mètres. En fait, on pourrait dire, on va essayer de réfléchir en termes de propriété, parce que ça va nous être utile dans les questions qui vont être posées à Nicole ensuite. En termes de propriété, qu'est-ce qu'on voit là? On pourrait définir cette situation comme celle d'un système qui est hiérarchique. On voit bien effectivement que les éléments, par exemple, l'oiseau, bon, je n'ai pas mis une robe à la dame, mais bon, excusez-moi, c'est comme ça. L'oiseau est constitué des composants nanométriques, des protéines qu'on voit à gauche de cette représentation. Donc on voit bien l'existence d'une hiérarchie. Mais une autre propriété, c'est que c'est inclusif. L'oiseau est composé, oui, je viens de le dire, donc de ces protéines. Donc c'est hiérarchique inclusif. Et vous avez tous entendu parler des résultats spectaculaires obtenus par la biologie, qui consistent enfin à obtenir l'ensemble des composants, donc ce qui est à gauche, avec le séquençage des génomes. Et toute cette démarche a reposé, et moi-même j'ai été formée là-dessus, sur l'hypothèse fondamentale que lorsqu'on aurait ces éléments-là, on pourrait tout expliquer de ce qui se passe à droite. Donc on en est là. Et il a bien fallu rabattre nos ambitions, puisque en séquençant les génomes, on a effectivement identifié leur composition, et on s'est aperçu d'une première chose, c'est que sensiblement entre l'homme et la souris, il n'y avait pas grande différence, et qu'entre l'homme et le singe, il y avait 99,9% d'identité. Donc, il fallait trouver ailleurs les raisons des différences qu'on observait, et c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc, ça, c'est un premier point de complexité. Ce que j'appellerais, on ne l'a pas fait ici, la complexité structurale, hein, c'est dans le nombre des composants, 30 000 gènes, 1 million de protéines, c'est-à-dire les éléments constitutifs dont l'organisation va résulter dans les éléments de droite. Alors, qu'est-ce qui se passe de cette avancée spectaculaire? On en retire plusieurs conséquences, dont une qui est centrale pour au moins l'industrie pharmaceutique et pour la recherche aussi dans l'énoncé des missions qu'on s'était données, puisque la biologie humaine a principalement pour vocation de comprendre le vivant et de traiter les situations pathologiques. Bon, on s'est aperçu de ce constat qu'on ne pouvait plus, comme on avait l'habitude de faire, étudier isolément une protéine et rechercher son implication dans une pathologie, puisqu'on constatait que les choses ne fonctionnaient pas comme ça. Alors, on en est à la situation suivante aujourd'hui, donc on ne peut plus faire ça, on ne peut plus analyser un objet pour en déduire des propriétés significatives sur le développement d'une pathologie. Il faut étudier l'ensemble et on va voir comment on fait. Les coûts qui sont associés à ces études sont prohibitifs. Hein, aussi longtemps qu'on se limitait à quelques molécules, c'était faisable, ça devient prohibitif. Donc l'enjeu qui se présente, c'est celui effectivement de pouvoir faire un certain nombre d'hypothèses et de simulations, qu'on dit être des simulations in silico, qui vont permettre d'anticiper des comportements, de tester un certain nombre d'hypothèses et de vérifier ces hypothèses dans le vivant, dans ce qu'on appelle la biologie humide. Donc cette avancée considérable sur le plan des résultats a conduit à véritablement reconsidérer notre approche de la biologie avec l'introduction d'une démarche tout à fait nouvelle qui consistait à appréhender la biologie in silico, c'est-à-dire dans la constitution de modèles, test d'hypothèses, vérification de ces modèles, ensuite en vraie grandeur sur le vivant. Alors bon, là on se trouve effectivement devant une nouvelle conception de la biologie à laquelle on n'était pas prêt
et pas formés. Alors toujours dans l'énoncé du problème, puisque on a affiché qu'on voulait faire des modèles, les tester, pour après vérifier expérimentalement ce qui se passe, on doit plus avancer sur la description des problèmes qu'on a en face de nous. Donc on a vu les entités, c'est le nanomolaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce sont les molécules qu'on sait identifier. Bon, on connaît très bien, on a les gènes, on peut déduire les protéines. Bon, c'est vrai, Evelyne tout à l'heure a parlé de leur transformation. On a environ 35 000 gènes, 1 million de protéines à la sortie. Toute la différence qui s'établit entre l'homme, le singe, la souris pour le même nombre de gènes, elle intervient sur toutes les variantes qui sont associées à ces molécules, comme le même individu peut varier dans ses rôles, dans ses fonctions, dans ses comportements vestimentaires. C'est le même squelette, mais avec des propriétés différentes. Donc, on voit que ce qui nous préoccupe, c'est les entités. Ça, on sait très bien faire, on a fait jusqu'à aujourd'hui. On savait un petit peu faire, regarder des organisations supramoléculaires. On a parlé tout à l'heure d'organisation, on a les mêmes problèmes ici, comment on définit une organisation. Donc, cette organisation, elle est constituée des composants qu'on connaît. Il faut comprendre comment ces organisations se mettent en place. Eh bien, on doit prendre en compte, et bon, pour nous, c'est quand même une découverte, on doit prendre en compte la notion de relation. Donc, il ne suffit pas, contrairement à ce qu'on pensait un peu naïvement jusqu'à aujourd'hui, d'identifier, de caractériser les composants. Encore faut-il comprendre la façon dont ils sont organisés. Cette organisation, ces relations, eh bien, elles ne sont pas toutes possibles. C'est l'existence de contraintes, et je répondrai à la question qui a été soulevée tout à l'heure de comment on définit l'organisation. HB a défini l'organisation par l'introduction d'une conditionnalité. Par exemple, si A est présent, donc B. C'est un peu ce qui se passe ici. Donc, si deux molécules sont organisées suivant leur axe, un axe radial, on va avoir ce type de structure supramoléculaire qui va se mettre en place, sachant que dans d'autres conditions, on pourra avoir des nucléations et d'autres comportements, d'autres organisations. Donc, un principe de conditionnalité, on verra peut-être comment il sera utilisé. Et la prise en compte, on disait tout à l'heure, des niveaux hiérarchiques et des niveaux inclusifs, c'est-à-dire que le vivant, c'est la prise en compte des composants et de leurs relations qui contribuent effectivement à l'émergence de propriétés particulières qui sont intitulées fonctions. Alors ce qui est représenté ici, c'est effectivement, on voit une cellule qui est coupée au milieu, on voit la disposition des microfilaments, ce sont ces bâtonnets jaunes sur la figure. Ces microfilaments, ce sont ceux que l'on a décrits à l'étape précédente au niveau des relations. Ces microfilaments constituent le cytosquelette de la cellule, donc le squelette d'une cellule. Et on voit d'autres organisations supramoléculaires qui ont d'autres activités, d'autres fonctions, les mitochondries, qui est l'usine de production de l'énergie. Donc, en disant ça et en constatant d'autres types d'organisations qui coexistent, je veux introduire la notion dont on reparlera peut-être tout à l'heure, de processus concurrents, c'est-à-dire que dans un même ensemble, il se passe des choses qui ont leur propre vie. Hein, les microfilaments, ils ont leur vie de microfilaments, la mitochondrie, leur vie, mais qui échangent et qui fonctionnent, qui sont couplés et qui fonctionnent ensemble. Donc, au niveau de l'énoncé des problèmes, c'est le problème des composants, le problème de leurs relations. Tout à l'heure, je vous ai montré l'étendue du vivant, du nanomolaire au décamètre. Et ce que je veux dire là, c'est que ce type d'énoncé, il est valable quel que soit, il devrait être valable quelle que soit l'échelle, et il devrait être transposable à un système d'organisation.
je l'ai oublié évidemment, mais il faut le mentionner, c'est très important, c'est que ces propriétés qui résultent de relations à identité, bon, elles sont en interaction permanente sur leur environnement qui rétroagit. Je crois qu'il faut que j'accélère. Alors, simplement, une autre propriété des systèmes vivants, c'est fonction, organisation, on l'a mentionné, une propriété qualifiée d'émergente, et Edgar Morin a introduit très tôt cette notion, c'est-à-dire qu'il ne peut être déduit de la connaissance des seuls composants, il faut prendre en compte leurs relations. Alors, l'émergence, comment on la trouve dans la nature ? On la trouve dans les systèmes physiques, c'est très répandu, il ne faut pas croire que ce soit limité aux vivants. Alors ici, simplement un exemple qui est donné, qui montre l'apparition de patterns, d'organisation dans un gel où on fait diffuser, il s'agit d'un contexte de cuivre, ici. Donc il n'y a pas de force, il y a seulement des forces de diffusion. Et quand ce complexe se diffuse, bon, arrivé à un certain niveau, il se concentre, il précipite, il passe la barrière de précipitation, et ainsi de suite. Et ainsi apparaissent des patterns d'organisation. Pour le système physique, bon, il y a les cristaux de glace, il y a tout ce que vous voulez, où on voit apparaître les organisations. Et ce qu'il y a de plus dans le vivant, c'est que cette organisation est associée à une activité, une capitalisation faite par le système lui-même. C'est-à-dire que cette fonction émergente, quand elle émerge, le système l'utilise pour faire autre chose. Alors on en vient à la question que je pose à Anne-Nicole, en ayant décrit ces quelques propriétés des systèmes qui sont capitales pour décrire le vivant. Est-ce qu'on pourra représenter, est-ce qu'on pourra considérer des entités vivantes, sans préjuger du niveau moléculaire, supramoléculaire, complexe ou autre, comme des machines qu'on qualifierait computantes, puisqu'elles vont exécuter un travail. Et ces machines, on les définirait dans le paradigme systémique, je passe, bon, tout le monde ici connaît, par un état interne, par des connexions avec ses voisins ou l'environnement, on vient de le citer, et une fonction de transition qui va permettre effectivement de décrire l'état suivant avec tout ce que ça peut poser de problèmes historiques sur l'état précédent, on s'en parlait de ça. Et je dirais un autre prérequis qui pourrait être excessivement puissant pour modéliser le vivant, c'est de concevoir cette machine computante comme une machine qui soit va traiter l'entité comme une règle, hein, ou va traiter cette entité en la faisant changer d'état. Ou elle le traite comme une règle pour déterminer comment elle va faire changer d'état la prochaine entité, ou effectivement, en changeant d'état, la forme, enfin l'entité qu'elle rencontre. Voilà. Donc, un certain nombre de prérequis, état interne, connexion, environnement, émergence, fonction, relation. Et encore un petit mot, simplement pour dire qu'on n'est pas complètement naïf en biologie, c'est-à-dire qu'il y avait quand même autrefois une branche de la théorie qui s'appelait une branche de la biologie qui s'appelait la biologie théorique, et où effectivement on pouvait traiter, on savait modéliser les systèmes biologiques avec des équations différentielles et généralement en modélisant des équations cinétiques. Hein. Mais ça ne prend pas en compte toutes les propriétés que je viens de signaler. Donc on sait faire ça, mais on voudrait faire plus justement pour caractériser les entités, on connaît leurs séquences, et on voudrait savoir comment elles se modifient. Voilà. Donc la question qui se pose, c'est, avec cette description sommaire que je viens de faire, est-ce qu'il existe des outils informatiques qui nous permettront d'avancer dans notre préoccupation de modélisation? Eh bien, question complexe. Question complexe, Anne. Oui, alors donc je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées aussi bien par Evelyne Andriewski que
par Magali Roux sur la question des modèles en informatique, parce que je pense qu'effectivement, depuis un certain nombre d'années, on voit que l'informatique a pris une part extrêmement importante dans la modélisation dans tous les domaines scientifiques, et que progressivement elle prend la place qu'avaient les mathématiques à une certaine époque. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'elle les remplace, mais qu'elles viennent en plus et qu'elles donnent des éléments qui ne pouvaient pas être donnés par les modèles mathématiques. Alors c'est ce que je vais essayer d'expliquer un peu en détail. Donc d'abord je vais essayer de montrer qu'il y a 3 stades en informatique et que à ces 3 stades correspondent des modèles différents. Le premier stade qu'on a eu en informatique, c'est que j'appellerais le stade procédural, qui est l'automatisation du calcul, a permis d'utiliser l'informatique pour faire tourner des modèles mathématiques. C'est-à-dire qu'on partait de modèles mathématiques, de systèmes d'équations, et on faisait des calculs qu'il aurait été fort difficile de faire à la main, et on a pu ainsi faire des calculs beaucoup plus importants que ceux qui étaient faits précédemment, mais en faisant les mêmes calculs. On fait les mêmes calculs, mais l'échelle de taille des calculs change. Ça, c'est le premier stade de l'informatique. Bien sûr, il existe toujours. Le deuxième stade, c'est ce que j'appellerais le stade procédural, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup plus intéressé aux données, à la fois aux données dans les systèmes d'information, les bases de données, recueillir beaucoup de données et traiter ces données, et puis en intelligence artificielle, ce qu'on a appelé les bases de connaissances. Donc essayer d'exprimer sous forme de règles le comportement d'un certain nombre de phénomènes et le comportement des humains qui géraient ces phénomènes. Donc ça, c'est ce que j'appellerais le stade déclaratif. L'intérêt est porté sur les données hein, et sur les règles de gestion des données. C'est un peu un stade où la logique prend une importance plus importante que le calcul. Et puis le troisième stade, celui, on peut trouver des précurseurs bien sûr il y a très longtemps, mais celui qui arrive maintenant, c'est le stade des processus, c'est-à-dire où l'informatique n'a pas pour but de faire des calculs ou d'exprimer des relations logiques entre les choses, mais a pour but d'essayer de représenter des processus, de faire tourner des processus, et ces processus sont des processus en interaction avec les usagers. Et donc à partir du moment où le processus à ce moment-là se passe en partie dans la machine et en partie dans ce que fait l'usager, ce que décide l'usager, on a quelque chose qui change de façon assez importante de paradigme par rapport au paradigme précédent de l'informatique. Or ça c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter tous les jours, il n'y a pas besoin de faire de la recherche très étonnante en informatique, il suffit d'utiliser un traitement de texte. On voit bien que quand on utilise un traitement de texte, le rôle du traitement de texte n'est pas de calculer quelque chose, n'est pas de prendre des données, de traiter ces données et de renvoyer un résultat. Le rôle du traitement de texte, c'est de maintenir une boucle d'interaction pour qu'un certain processus se déroule, et ce processus, c'est vous qui décidez quand est-ce qu'il s'arrête, et c'est vous qui décidez du résultat. Et puis, il peut être repris à tout moment et recommencer. Alors donc, sur cet exemple simple du traitement de texte, on voit que la fonction actuelle de l'informatique est d'installer un processus d'interaction entre des humains et des machines pour que les humains puissent réaliser un certain nombre de choses. Alors, en quoi donc cette vision de l'informatique comme mettant en place des processus et des processus interactionnels va changer le rapport entre modélisation, formalisation, expérimentation. Alors donc, eh bien, bon, je me place dans le contexte des sciences de l'artificiel, comme l'avait défini Herbert Simon, étant donné qu'il y a... Et donc dans ce contexte des sciences de l'artificiel, on pourrait aussi dire qu'on s'appuie sur des formes de modélisation qui existaient préalablement, qui ne sont pas de la modélisation mathématique, hein, j'essaie exprès de tirer la barre dans notre direction, mais qui sont des formes de modélisation qui sont très anciennes, comme le fait de faire des maquettes, par exemple. Hein. L'utilisation des maquettes en aéronautique, de faire des plans d'architecture, de faire des cartes de géographie, par exemple, est une forme de modélisation
qui est une modélisation qui a toujours coexisté dans les sciences avec la modélisation mathématique. Et on voit bien qu'on avait besoin de ces deux types de modélisation, qu'ils avaient chacun de ces types à sa place, et que ni l'un ni l'autre ne peut remplacer l'autre. Donc en fait, c'est pas étonnant de voir qu'il y a d'autres modes de modélisation qui se mettent en place, et que la modélisation informatique, déjà on voit que dans une grande partie, elle a remplacé la modélisation par maquette, puisque maintenant, on ne fait plus de maquettes, ni en aéronautique, ni dans les domaines comme ça, on fait des modèles informatiques qu'on fait tourner et qui, pour une grande part, remplacent les modèles réduits. Donc, on est dans un contexte où, en fait, on est dans le contexte de ce que Simon appelait les sciences de l'ingénieur. Bon, je ne vais pas insister là-dessus parce que je pourrais en parler très longtemps, mais c'est un peu en dehors de mon sujet. Alors, ce que je voulais dire, c'est que si la modélisation telle qu'on l'a fait actuellement en informatique, c'est ce qu'on appelle la modélisation objet. Alors, modélisation objet au sens strict, ou modélisation par objet actif, ou modélisation par système multi-agent. Donc on a des différences de degrés dans l'activité du système, mais en fait on a des propriétés analogues au départ, et je voudrais essayer de pointer certaines de ces propriétés. Alors dans la modélisation objet, on s'intéresse, alors quand on dit modélisation objet, bien sûr on croit qu'on va s'intéresser aux entités, bon bien sûr, mais l'objet c'est l'objet d'étude, celui qu'on prend pour en faire un modèle en fait. Donc on peut faire des modèles objets de tout, de ce qui est des objets, mais aussi des relations, des fonctions, des processus. Le propre de la modélisation objet, c'est de pouvoir décrire tous les objets par des formalismes particuliers qui vont ensuite être effectifs dans les machines. C'est-à-dire qu'évidemment, la différence, c'est que les modèles qu'on fait sont des modèles qui effectivement sont exécutés et tournent. Alors en fait, pourquoi c'est important? C'est important parce que le type de modèle qu'on fait, c'est un modèle où on essaye de faire un analogue, non pas des entités seulement, non pas des relations seulement, non pas des fonctions seulement, mais un modèle des processus qui font interagir ensemble toutes ces entités. Et on voit que le programme informatique de simulation, par exemple, va être un programme qui va être un analogue au niveau de la forme du processus qu'on peut modéliser, bien que la substance ait changé. Et cette distinction entre forme et substance est une distinction très importante qui a été étudiée dans le cadre de la linguistique structuraliste, qu'on doit, Saussure en avait dit un mot, et surtout Henschleff a bien expliqué cette différence. Donc ça, je pourrais donner les références s'il y a des gens qui sont intéressés. Et on voit bien que c'est exactement ce qui se passe dans les systèmes informatiques actuels, c'est-à-dire qu'on conserve la forme et qu'on change la substance, puisque la substance, ça devient des pixels, des petits trucs qui tournent là dans les ordinateurs, des changements d'état de la matière, évidemment quelque chose qui, au niveau de la substance, est fondamentalement différent de la substance des processus, aussi bien des processus physiques, des processus biologiques, des processus linguistiques. Mais la forme va être identique. Et c'est grâce à l'identité de forme qu'on va pouvoir déduire un certain nombre de choses vraiment importantes du fonctionnement de ces modèles par rapport qu'on pourra ensuite utiliser dans le fonctionnement des phénomènes eux-mêmes. Alors, si j'ai encore un peu de temps, ça va? Je vais dire qu'à partir du moment où on voit la modélisation de cette manière, et que si on cherche à comparer modélisation et formalisation mathématique. Dans la formalisation mathématique, la chose importante, c'est la démonstration. Ce n'est pas la formule, c'est la démonstration. C'est-à-dire le fait qu'on peut poser des formules et que grâce à ces formules, on va pouvoir raisonner et on va pouvoir produire des résultats qui n'étaient pas visibles dans la façon dont les formules au départ avaient été posées. Et que grâce à la rigueur de la démonstration mathématique, si on est sûr de ces formules de départ, on est aussi sûr de ces formules d'arrivée. Et donc on a cette activité de démonstration qui est une activité tout à fait essentielle.
Et quel est le pendant de la démonstration si on regarde la modélisation, comme je l'ai présenté tout à l'heure, à savoir la modélisation objet? Eh bien, le pendant de la démonstration, ça va être l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on va instaurer un processus expérimental qui va avoir la même rigueur que le processus de démonstration. Alors là, je renvoie à Simon, parce que Simon a écrit des choses merveilleuses là-dessus, dans un article qui est paru dans Artificielle Intelligence en 99, je crois, sur l'expérimentation en intelligence artificielle. Et dans cette... donc ce que dit Simon, enfin je le redis avec mes mots, mais j'ai appris ça chez Simon, parce que je trouve que c'est tout à fait important, c'est que comment mener à bien une démarche expérimentale? Eh bien, la démarche expérimentale, elle s'oriente autour de 3 pôles, dont on ne sait pas lequel est le premier. On va observer des choses, on va les analyser et on va les modéliser. Le fait de faire des modèles et d'avoir des instruments qui rendent compte de ce modèle, par exemple en informatique, la modélisation prend la forme de systèmes logiciels qu'on va pouvoir faire exécuter sur un ordinateur. Donc, on va obtenir des résultats par le fait qu'on a modélisé de manière active, et on va pouvoir comparer les phénomènes, enfin ce qu'on obtient en faisant tourner les programmes, avec le phénomène modélisé. Bien sûr, on aura des différences, mais donc ça nous donne une nouvelle source d'observation. Cette nouvelle source d'observation, qui est dans la différence entre ce qu'on a modélisé et les phénomènes, et le ressort d'une nouvelle analyse et d'une nouvelle modélisation dans un processus bouclé. Donc ce processus expérimental est quelque chose qui, je pense, peut avoir la rigueur, si on s'organise bien, si on prend soin de mettre en place des procédures précises, peut avoir la rigueur de la démonstration en mathématiques. Bien sûr, il reste peut-être beaucoup de choses à faire pour que ce soit la démarche la plus courante en informatique. Je ne dirais pas que c'est la seule façon de travailler à l'heure actuelle. Je pense que c'est une façon de travailler assez prototypique et qui peut faire évoluer pas mal de choses. Alors, je voudrais terminer cette intervention avant de relancer la discussion pour dire qu'il me semble qu'il y a une question qui a été très sous-estimée dans la compréhension de ce que c'était que l'informatique, c'est la question du langage. C'est-à-dire que pendant très longtemps, bien sûr, il y a eu des tas de travaux sur le langage, en particulier, on a pour la traduction automatique, pour tout un tas d'aides à la recherche d'informations dans les documents, mais tous ces travaux ont pris le langage comme un objet. Alors je pense qu'on est arrivé dans une situation où on s'aperçoit que le rapport entre l'informatique et le langage est beaucoup plus fondateur que ce qu'on a cru pendant une longue période, dans la mesure où tous les systèmes qui sont faits en informatique sont des systèmes sémiotiques. Vous avez tous les systèmes, c'est en fait des programmes, des notations, que ces notations sont bien sûr nées dans le langage et qu'en fait elles en font partie, et qu'on est amené donc actuellement à s'interroger de manière beaucoup plus fondamentale sur les rapports entre l'informatique et le langage, et je dirais de manière peut-être un peu provocatrice que ce que l'informatique a fait advenir actuellement, c'est que c'est du langage qui commande, y compris les systèmes industriels complexes, parce que si vous regardez comment fonctionnent tous les systèmes industriels complexes, bon, alors à Caen, on a le GANIL, donc je donne toujours l'exemple du contrôle d'un système comme le GANIL, avec tous les contrôles. Le GANIL, le grand accélérateur nucléaire à ion lourd, et donc qui a un grand système extrêmement complexe, un grand système physique extrêmement complexe, eh bien tout est contrôlé bien sûr par informatique. Donc par des notations qui sont en fait une forme particulière de langage. Et donc on voit que l'informatique a fait advenir le langage dans le contrôle, y compris des systèmes physiques. Et bon, on peut discuter avec tous les automaticiens, on voit bien qu'actuellement, si vous avez une machine à laver, chez vous, plus simple que le GANIL, eh bien ça n'est plus un module physique avec des connexions physiques qui assurent
le système de contrôle de cette machine, mais c'est un petit microprocesseur avec un programme informatique. Et donc, le langage devient ce qui permet de contrôler tous les systèmes artificiels, qu'ils soient physiques, même si ce sont des systèmes physiques. Alors évidemment, dans le domaine biologique, on n'en est pas à ce point-là, et donc peut-être il faut s'interroger sur le rapport entre le langage et la biologie, comme on l'a fait aujourd'hui. Bon, je crois que tu n'as pas prononcé le mot, mais Magali Rourouquier l'avait prononcé. Ce sont les expériences in silico. Hein. Il y avait les expériences in vivo, in vitro. Ben, les expériences in silico, c'est les expériences de modélisation sur ordinateur. Je crois qu'on peut demander à Magali si elle a des expériences in silico. Effectivement, je je crois que c'est vraiment très important, c'était implicite, mais de le répéter, c'est le passage ou tout au moins le développement pour la biologie d'un langage de modélisation. Et plutôt que de réinventer effectivement la roue, c'est de s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs. Et bon, les prémices ont été posées avec la description en termes d'état interne. Effectivement, ça contribue à ce genre de réalisation. Ici. Donc, ça contribue. Donc, ça contribue à ce type de réalisation. Ici, simplement, bon, on évoquait tout à fait au début le niveau nanométrique et moléculaire qui fonde le fonctionnement du vivant. Ce qu'on a l'habitude de faire quand on décrit en tant que biochimiste une réaction moléculaire, c'est de désigner effectivement par leur symbole les molécules et une flèche qui donne le sens de la réaction. Et puis dans le cas particulier ici, c'est un complexe du contrôle du cycle cellulaire, des modifications qui interviennent avec des attributs qui sont l'existence de phosphorylation. Bon, tout ça, jusqu'à maintenant, était effectivement très statique, on le voit ici, mais c'était le seul langage dont on disposait pour décrire ce genre de situation. En s'inspirant des langages objets développés par l'informatique et notamment des langages d'objets actifs qui décrivent mieux encore le fonctionnement du vivant, c'est-à-dire des objets auxquels on associe des machines à état, on décrit exactement la même situation que celle qui est décrite classiquement ici, où on voit les différents états de la molécule avec un état libre et un super état complexe, et les différents événements qui interviennent pour faire passer cette molécule d'un état à un autre. Alors ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est que ce modèle-là est exécutable, c'est-à-dire qu'il va se dérouler, qu'on va pouvoir intervenir sur le modèle en modifiant l'existence d'un composant, en modifiant la survenue d'un événement, et donc en regardant comment se comporte ce modèle-là. Donc ça, c'est ce qu'on commence à établir avec ce formalisme. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres formalismes. Et ça, c'est ce que Anne a dit, et c'est très très important. Et nous, ce vers quoi on se dirige, ce sont des formalismes hybrides, c'est-à-dire qu'ils vont combiner mathématiques et informatique. Pourquoi? Je ne sais pas si ça vous passionne, mais quand même ça mérite d'être dit. À savoir, lorsque une molécule est dans un tel état, c'est l'état qui est désigné ici, et elle peut s'orienter vers deux états. Alors il faut, où effectivement les conditions sont celles de conditions déterministes et on va avoir l'évolution effectivement dans cet état, ou alors elles sont stochastiques et il y a des probabilités qui vont être mises sur les transitions. Et on va avoir des évolutions vers un état ou plutôt que vers un autre.
Donc tout ça pour dire que vraisemblablement, c'est des modèles hybrides de mathématiques et informatique dont on aura besoin. Alors ça commence à se faire. Là, dans le cas particulier, c'est un système développé au Japon. Là, c'est le formalisme habituel utilisé par les biologistes statiques. Bon, là, c'est exactement la même situation qui est décrite ici. Bon, ça c'est de façon artistique et décrite là en utilisant un réseau de Petri. Il s'agit d'un formalisme particulier avec ses avantages et ses inconvénients. Bon, on ne va pas rentrer dans la discussion technique ici. Bon, il n'y a pas la prise en compte, il n'y a pas de typage sur les entités, donc c'est pour ça que le modèle objet est certainement plus intéressant que celui-là. Donc, il y a eu un article récent, je crois, dans la recherche, ou je ne sais pas, où il y a certains auteurs qui s'interrogent si on doit arriver à cette vision de la biologie comme d'un microprocesseur. C'est un peu ça qu'on a ici. C'est l'objectif. Enfin, bon, on commence effectivement à rapporter des résultats avec des simulations qui donnent des prévisions qui sont confirmées par l'expérience, notamment au niveau de la virulence, au niveau de développement d'épidémies. Donc, simplement, mon message ici, c'était de dire qu'en s'inspirant d'outils qui sont déjà développés et pratiqués par l'informatique, on peut effectivement poser des questions tout à fait intéressantes en biologie. Donc, ferme pas. Peut-être, Je le trouve, c'est du temps, là. peut-être avant que je donne la parole à la salle. Peut-être. Oui. Oui, excusez-moi, je suis... Ça fonctionne, hein? Oui. Je me sens très parachuté, comme ça, ici, parmi vous, et je ne sais pas si ce que je vais vous dire est très, très pertinent. Ma réflexion première, c'est que le système, c'est le modèle des modèles. C'est le modèle des modèles, dans le sens où le système, ça ne signifie pas seulement qu'il y a des relations entre des constituants ou des éléments divers, relations qui, par leur caractère organisé et organisateur, constituent un tout, un système, mais que, une fois qu'il y a système, il y a donc production d'émergence, comme l'a dit Magali, c'est-à-dire d'un ensemble de qualités ou de propriétés qu'on ne peut pas trouver dans les éléments pris individuellement, mais qui a en même temps un ensemble de contraintes sur les parties, c'est-à-dire qu'un certain nombre de potentialités propres à chaque partie se trouvent inhibées ou réprimées. De plus, ces émergences peuvent très bien rétroagir du tout sur les parties. Si par exemple une société a comme émergence une culture, c'est-à-dire un langage et un certain nombre de connaissances, et bien ce langage rétroagir sur les individus et par là même les former, donc les transformer. Donc il y a une relation déjà complexe à ce niveau-là. C'est-à-dire la relation partie-tout. C'est-à-dire qu'il y a non seulement les parties sont dans ce tout qu'est le système, mais le tout s'introduit dans les parties et dans beaucoup de systèmes complexes, biologiques, sociaux. On peut dire que la partie, d'une certaine façon, est présente dans le tout, à la façon dont un hologramme est présent dans chaque point. Pour la presque totalité de l'information d'un hologramme se trouve présente dans chaque point qui le constitue. Alors, tout ceci nous montre déjà que
notion de système est un modèle complexe et qui, évidemment, prend figure différente dans les différents cas. Lui-même, le système en question, l'ensemble organisé, ne peut pas être conçu en dehors de son contexte. Là aussi, il y a des phénomènes en poupée russe. C'est-à-dire que, on peut dire que chaque élément d'un système peut avoir comme contexte ses relations avec les éléments voisins, et de plus, on peut le concevoir situé dans un global qui est le système lui-même, mais le système en question peut très bien être intégré dans un ensemble, c'est-à-dire dans un autre ensemble global. Je répète, des relations de poupée russe. Alors, là aussi, je crois que vous avez déjà ici évoqué le problème que les unités de base d'un système ne sont pas des briques, ne sont pas des unités simples, mais chacune s'ouvre sur une ambiguïté ou complexité très grande, et je dirais même un changement de niveau de réalité si on arrive au niveau microphysique qui n'obéit pas aux règles ou lois normales de notre univers commun. Alors cela est dit pour le système, mais si on arrive à l'idée de système auto-organisateur, et de plus en plus se répand maintenant la tendance dans la connaissance biologique à introduire l'auto-organisation comme le concept, disons, systémique clé, comme le système, disons, qui va permettre de concevoir le vivant. Alors, c'est ici que j'ai avancé une chose qui a toujours fait sourire, mais qui me semble indispensable. Pour concevoir l'auto-organisation, il faut penser que cette auto-organisation qui travaille, c'est-à-dire qu'un être vivant, ses cellules travaillent, donc il utilise et dégrade de l'énergie, il a besoin de son environnement pour se nourrir, il a besoin de son environnement pour le connaître. Donc, l'auto-organisation est aussi une auto-éco-organisation. Mais l'auto-organisation, nous le voyons très bien, elle a deux aspects liés. Ce que la biologie a bien détecté en parlant du domaine génétique, enfin, de génotype, et le domaine du phénotype, c'est-à-dire le génome et le phénotype. Ils sont liés l'un l'autre, et l'un est inséparable de l'autre, et l'autre produit l'autre. Alors c'est une auto-géno-phéno-éco-organisation. Oui, mais dans la relation géno-phéno, il y a l'émergence de ce caractère particulier qu'on peut appeler le caractère du sujet computant, connaissant, organisant, l'ego, qu'on va appeler l'ego pour simplifier. Alors donc c'est une auto, géno, phéno, égo, éco, organisation. Oui, mais enfin, très souvent dans le monde animal, les êtres vivants sont eux-mêmes au sein d'une société, et puis nous-mêmes au sein d'une société. Alors donc il faut rajouter le socio. Ça veut dire que c'est l'incompressibilité des instances constitutives du modèle. Moi je ne vois pas comment on peut concevoir un modèle vivant sans faire intervenir ces différentes instances. Alors si on les fait intervenir, on fait intervenir, là aussi, l'idée de récursivité. Alors là, c'est déjà ce mot très intéressant pour qui veut modéliser, puisque ce mot a été extrait de son contexte mathématique et introduit dans un contexte conceptuel dans le langage normal, c'est-à-dire dans ce langage normal, c'est le processus où chaque instance, où chaque élément est à la fois produit et producteur. Il est le produit d'une instance précédente, lui-même produit l'instance suivante, mais tout ce circuit, c'est tout ce qui est producteur a besoin d'être produit, y compris, bien entendu, l'instance générique ou génétique, ce qui fait qu'on ne peut pas dire que le gène
est à la base d'une pyramide et au sommet de laquelle va s'élever l'esprit ou la conscience, par exemple. Non. C'est une machine tournante. Mais dans ce circuit, ce qui se passe, c'est ce qu'on peut appeler un phénomène donc génératif, puisque dans le fond, sans arrêt, l'auto-organisation se génère, c'est-à-dire en fait se régénère et se régénère. Et du reste, c'est pour ça que je dis auto-écho de la réorganisation. La réorganisation permanente fait partie de la nature de l'organisation vivante. Alors, une fois que nous avons dit ceci, comment ne pas donner une importance clé à cette notion de génératif ou de régénération? Est-ce que ce n'est pas à partir de cela que l'on pourrait avoir une avenue pour comprendre le fait qu'entre le chimpanzé et l'humain, qui ont 99,9% de gènes communs, il y a les différences que nous connaissons tellement significatives? Est-ce que ce n'est pas justement dans ce processus continu, et non pas simplement dans les gènes, dans la remémoration, finalement, de toute une évolution qui a transformé enfin, toutes ces espèces successives d'anthropoïdes qui sont passées par différents stades pour arriver au Homo sapiens? Parce que c'est pas donc dans cette mémorisation, remémoration, puisque dans le fond tout ceci, quels que sont, puisque les gènes aussi, ce sont des entités mnémosiques qui contiennent de mémoire, mais la mémoire, à ce moment-là, n'est pas seulement dans le gène, elle est dans le processus recommencé. C'est le recommencement permanent qui, à mon avis, devient important. Bon. Alors, quand nous avons ceci, apparaît un autre aspect, je dirais, de complexité. Pour moi, il y a trois éléments clés, trois concepts clés de complexité. L'un, disons, c'est l'idée de récursivité. L'autre, c'est l'idée, disons, hologrammique, où le tout, la partie n'est pas seulement dans le tout, mais le tout dans la partie, je vais en parler. Le troisième, c'est l'élément dialogique. Ça veut dire que nous avons une relation à la fois complémentaire et antagoniste entre des éléments constitutifs. Et ça, si nous voyons donc au niveau du sujet, de l'individu, disons, du sujet, on ne peut comprendre cette relation dialogique, enfin, non, enfin, on pourrait peut-être commencer à entrevoir ce que peut être cette relation dialogique si on fait l'hypothèse d'un double logiciel. Si on fait l'hypothèse qu'au sein de chaque individu vivant, d'abord prenons un animal d'une espèce sexuée produit d'une reproduction, il y a un logiciel qui est celui, pas seulement celui de la reproduction, mais celui de l'espèce, qui est génocentrique, et un logiciel qui est égocentrique, qui pousse l'individu à satisfaire ses besoins, ses goûts, etc., aux besoins contre l'intérêt des autres. Et nous voyons du reste comment peuvent s'établir des phénomènes de régulation de ces antagonismes dans des sociétés de mammifères, par exemple, où les mâles sont en compétition pour le pouvoir, la domination à tous les niveaux, sexuels ou de nourriture, et les conflits entre mâles se règlent par un certain nombre d'affrontements qui se traduisent chez certains par l'abandon du combat, la soumission et la constitution naturelle d'une organisation. Et cette relation conflictuelle se trouve apaisée, et apaisée vitalement, car le groupe va se montrer toujours solidaire par rapport à l'ennemi extérieur, qu'il soit prédateur ou soit proie. Et nous-mêmes, nous avons très profondément en nous, sans arrêt, ce double logiciel. Une partie, enfin l'un nous demande toujours, nous pousse à l'égocentrisme, à l'égoïsme, à nous-mêmes, à nous soigner, etc. Et l'autre nous pousse vers les autres, vers les nôtres, nos enfants, nos parents, nos familles, nos aimés, notre patrie, etc. Bon. Alors, donc, je dirais que faut introduire cette idée dialogique
aux besoins promis par l'hypothèse provisoire de ce double logiciel. Alors, voilà c'était très peu. Ce que je dis est plutôt pré-modélisateur, hein, que modélisateur. Je dirais, voici les conditions minimales que doit assurer un modèle pour parler d'abord de tout ce qui est organisé, c'est-à-dire tout ce qui est système et qui couvre pratiquement tout ce que nous appelons le réel, et singulièrement pour tout ce qui est système vivant, et encore plus singulièrement pour tout ce qui est humain, où évidemment il nous faut extraordinairement raffiner. Bon, voilà. Eh bien, merci Edgar Morin. Est-ce... On ne peut pas? Attends, on prend un autre. Non, avec Philippe, celui-là il marche toujours. Bon. La parole à la salle. D'accord, bien sûr. Raison et saison d'un chercheur citoyen. Dans toute ma carrière, j'ai rencontré des chercheurs, j'ai rencontré des citoyens, j'ai eu beaucoup de mal à rencontrer des chercheurs citoyens, et il y en avait un. Merci à Bertrand Vissac d'avoir eu l'audace de nous rappeler que nous pouvons être à la fois et chercheurs et citoyens, ce qui nous conduit à poser, en termes d'expérience modélisatrice, de bonnes questions. Alors, je crois que Bertrand ne va pas trop vous proposer de reprendre les commentaires de son livre, après tout vous pourrez le lire. En deux mots, il est riche de deux très denses expériences. Ingénieur agronome, il a fait toute sa carrière à l'Institut national de recherche agronomique, et très tôt il a été engagé en recherche sur les génétiques animales, et en particulier bovines. Il est capable de vous faire un bœuf qui vous fait je ne sais plus combien de tonnes de viande à l'hectare, et je ne sais plus combien de tonnes de lait à la minute. Bon, c'est un peu simplifié. Mais après avoir battu quelques exploits exceptionnels dans ce domaine de la productivité permise par la recherche agronomique, système agraire dont nul ne sait où il commence et où il finit. Alors, riche de cette expérience, avec mes amis, nous l'avons un peu provoqué, nous lui avons donné carte blanche, et si vous le voulez bien, dans un premier temps, je vais lui donner 20-25 minutes, comme laissera le président, pour nous envoyer quelques balles sur quelques-uns des thèmes qu'il a réfléchi sur cet argument. S'il reste du temps, je le provoquerai. S'il n'en reste pas, c'est vous qui le provoquerez. Merci Bertrand. Merci Jean-Louis. Oui, je remercie Jean-Louis Lemoigne d'avoir découvert, derrière les vaches de la République, ce qui finalement était le véritable titre, c'est celui d'expérience modélisatrice. Des expériences que j'ai conduites, auxquelles j'ai participé au cours de ma carrière, et qui ont traduit ce qu'on peut appeler les saisons de cette carrière, et peut-être même aussi les saisons de l'INRA. Puisque ceci se passait avec... Trouver le mot philosophal, c'est-à-dire le mot qui dit tout en un seul mot. Pour résumer ce qui a été dit au cours de la deuxième table ronde, je crois qu'en fait c'est relativement simple ce qui a été dit, c'est qu'on s'aperçoit que les modèles traditionnels sont linéaires, sont statiques, et qu'ils ont bien du mal à rendre compte d'un certain nombre de phénomènes, et que, au moins en biologie, mais également en sciences du langage et dans bien d'autres domaines, eh bien, pour essayer de tenir compte de la dynamique des phénomènes, du contexte, etc., eh bien, il y a un mot que l'on peut employer, à savoir systémique. Systémique, effectivement, le paradigme systémique eh bien, prend en compte ces aspects dynamiques et complexes, enfin, que ne peuvent pas prendre évidemment en compte les modèles traditionnels linéaires. Fascinant, c'est que
en cherchant des moyens pour atteindre une fin, et en mettant en œuvre ces moyens pour atteindre cette fin, l'ordinateur, comme nous, est capable de transformer cette fin. Et ce processus qu'on observe très couramment quand on étudie de façon fine les systèmes conçus pour élaborer des pratiques opérationnelles de jeux d'échecs, le révèle assez bien. Les fins changent. Le problème à résoudre change au fur et à mesure de l'insatisfaction, en quelque sorte, générée par la perception. Et là, il y a un phénomène qui mérite vraiment qu'on approfondisse. Mais ça n'affecte, je crois, en aucune façon le cœur des arguments. Et je vous propose, en guise de synthèse, une petite conclusion que je vais écourter beaucoup, avec bonne conscience. Vous avez 4 pages dans le dossier que vous pourrez lire, de Madame Perrault à Madame Bloch-Devange. On a trouvé tout au long de la journée le même argument fort que je vais présenter sous un mot qui n'est pas le leur. Chaque être humain, c'est très curieux, est capable de penser. Aviez-vous ça? Et non seulement il est capable de penser, mais il est capable de revendiquer son droit à penser. C'est tout de même étonnant. Et pour penser, il est capable de se demander comment il fait pour penser, et il s'aperçoit que pour ce faire, il est agréablement capable de modéliser, c'est-à-dire de se construire des représentations artificielles appelées modèles, les systèmes de symboles appelés modèles, sur lesquels il peut faire de mots, de langues, de dessins, de schémas, de notes de musique, de notation chorégraphique, de couleurs, de tableaux, de chatoiements, etc., sur lesquels il est capable d'exercer son raisonnement et de les transformer. Et cette étrange faculté de l'esprit, qui est disponible en chacun de nous, mais que, assez curieusement, depuis 3 siècles et en Occident, nos cultures avaient assez peu cultivé, générant cette situation paroxystique qui suscitait la révolte de l'infirmière. Mais enfin, ne nous obligez pas à appliquer bêtement des méthodes qu'on ne comprend pas dans des situations où on est même plus habilité à dire qu'on ne les a pas compris et qu'on trouve que c'est idiot, parce qu'elle a présenté de façon un peu provocante, pendant que chez Madame Bloch-Devange avait d'autres facettes, mais m'a beaucoup plu son commentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, quand elle nous disait, mais ne contraignons pas les opérationnels à n'être en charge que de la tactique, c'est-à-dire l'application d'un moyen donné pour atteindre une fin donnée. Convenons qu'ils sont tout aussi capables d'élaborer de la stratégie. Je m'excuse, je ne la vois pas là, mais j'ai plus ces mots exacts dans la, ces mots exacts dans ma mémoire, mais c'est-à-dire d'être capable à chaque instant de se demander pourquoi nous combattons, et après tout, est-ce que pourquoi nous combattions tout à l'heure va être exactement le même que dans un instant, et est-ce que les moyens qu'on me faisait utiliser hier sont exactement les mêmes et mis en œuvre exactement de la même façon demain matin, et combien que chaque être humain, et pas seulement le PDG ou le directeur général du CNRS, pardon, est seul capable, lui, de définir la fin et les moyens à mettre en œuvre, nous laissant... Alors, cet exercice, cela étant, convenons-en, n'est pas facile. Tout le récit de Madame Bloch-Devange est un peu émerveillant parce que ça s'est bien passé. Bon, le récit à peine évoqué par Madame Perrault est moins émerveillant parce qu'on sent bien quand on l'écoute et quand on la fait parler que dans la vie quotidienne d'un hôpital, ça ne se passe pas si bien que ça, au sens très trivial. Bon, et mais qu'est-ce qu'on trouve derrière? On trouve le fait que nous sommes dans des cultures qui ne sont pas très accoutumées à prendre conscience du fait que nous sommes libres de nous construire des représentations des phénomènes, des situations dans lesquelles nous intervenons. Et c'est pour ça que, hélas, à la différence légèrement gênée de la plupart des instances officielles du CNRS, je me plais à marteler, à rappeler, à écrire, comme Liberté, sur tous les murs j'écris ton nom, j'écris ces phrases que vous avez trouvées dans c'est reconnaître, s'attacher à la complexité, etc., c'est reconnaître que la modélisation se construit comme un point de vue pris sur le réel. Elle se construit comme un point de vue